Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Incipit de l'étranger, le tout début du roman très célèbre d'Albert Camus. Vous pouvez étudier ce roman pour plein de raisons. Peut-être que vous étudiez le roman moderne en classe de 3e ou le roman et ses personnages en classe de seconde. Gardez à l'esprit que l'étranger va complètement remettre en cause les attentes d'un roman traditionnel. En terminale ou à un niveau supérieur, vous étudiez peut-être le récit moderne et les transformations qui s'opèrent dans le roman au XXe siècle. Avec le roman de Camus, c'est vrai que nous sommes très loin de la manière de raconter d'un Balzac ou d'un Flaubert. Mais l'étranger, c'est surtout un roman qui donne un regard particulier sur le monde. Entièrement rédigé à la première personne, le lecteur est guidé dans l'histoire par un narrateur qui rapporte les événements de sa vie de manière étonnamment neutre, sans émotion. On apprendra plus tard que ce personnage s'appelle Meursault. Albert Camus a construit ce personnage autour d'une idée philosophique, celle de l'absurde. Sans développer maintenant ce qu'est l'absurdité dans sa complexité philosophique, on peut retenir une citation de Camus dans Le mythe de Sisyphe, un essai philosophique. L'absurdité est cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Le point de départ de cette confrontation, c'est la conscience de la mort. Disons que c'est justement parce que la vie a une fin que se pose la question de son sens. Comment donner un sens à cette vie? Justement, l'étranger commence avec une mort, la mort de la mère du narrateur. Notre passage, le tout début du roman, va commencer avec une phrase courte, lapidaire. Aujourd'hui, maman est morte. L'événement est tragique et pourtant l'écriture reste neutre, froide. Elle provoque un malaise chez le lecteur. Nous avons peu d'informations sur le personnage qui parle, mais nous découvrons un personnage inadapté, sans cesse en décalage par rapport aux attentes de la société. Cela explique le titre. Il est étranger parmi les hommes. Camus est un écrivain engagé par cette manière d'écrire, il veut nous faire entendre l'absurdité du monde, et il veut nous amener à la vivre en même temps que Meursault. Quelle est ma problématique? Comment ce début de roman met-il en scène une écriture et un personnage qui vont organiser la rencontre du lecteur avec l'absurdité, une idée révoltante qui deviendra pourtant à la fin du roman cette tendre indifférence du monde? Annonce du plan. D'abord, nous allons voir que le personnage principal narrateur écrit de manière étrangement froide. Les événements sont racontés de manière distante. Sartre parlera d'une écriture blanche à propos de ce roman. Ensuite, nous verrons que le lecteur est amené à faire des interprétations sur le personnage principal. En quoi ces relations sociales font-ils de lui un étranger? Enfin, ce début de roman provoque un malaise qu'il faut traduire comme une rencontre avec l'absurde. Nous sommes amenés à restituer le sens des événements, ce qui nous prépare déjà à la suite du récit. Je vais donc lire ce passage avec vous. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Première partie, une écriture blanche comme disait Sartre. Et première sous-partie, un début de roman déroutant. La première phrase du roman est restée célèbre. Aujourd'hui, maman est morte. La phrase est courte, au passé composé. L'action est terminée, mais les conséquences sont encore présentes au moment où l'on parle. Le lecteur attend donc l'expression de sentiments. La tristesse, peut-être même le désespoir. Maman. C'est la manière affectueuse de désigner sa mère. Cela renforce l'attente d'un discours pathétique, voire d'un éloge funèbre. Maman. Ce n'est pas comme un nom propre. Ce mot implique une relation avec celui qui parle. Le lecteur sait tout de suite que le récit sera fait à la première personne. La deuxième phrase a donc un effet très fort. C'est pour ainsi dire une douche froide. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
Le narrateur s'interroge sur le seul mot qui n'a pas vraiment d'importance, aujourd'hui ou hier, le complément circonstanciel de temps. Il prend plus de soin à être précis qu'à exprimer ses émotions. Le début du roman, c'est pourtant le moment même où l'on apprend la nouvelle. Nous avons tout de suite le télégramme qui retranscrit dans un discours rapporté direct. Mère décédée, enterrement demain, sentiments distingués. Ce style télégraphique, en contraste total avec le contenu du message, est frappant, presque violent. 2 mots pour annoncer la nouvelle seulement, 2 mots pour l'organisation pratique des funérailles. Et enfin, 2 mots pour une formule de politesse conventionnelle, sentiments distingués. Cette formule est très froide, on aurait pu attendre à la rigueur de sincères condoléances, en 2 mots aussi, mais beaucoup plus humain. Le télégramme n'est pas signé, c'est un télégramme de l'asile. En face de la détresse humaine, nous n'avons qu'une institution qui s'exprime de manière mécanique. Deuxième sous-partie, un sentiment de malaise. À ce moment, le lecteur peut encore s'attendre à un mouvement de révolte de la part du narrateur, mais l'émotion est décidément absente de ce début de texte. Meursault répète une 2e fois « C'était peut-être hier », comme si finalement c'était ce manque d'information qui le contrariait le plus. Par la suite, dans notre passage, plusieurs phrases contribuent à créer ce sentiment de malaise provoqué par l'absence d'émotion. L'asile le vieillard, par exemple, vient finalement mettre la mère du narrateur dans une catégorie abstraite, les vieillards. Plusieurs fois, l'événement tragique, la mort de la mère, est désigné de manière imprécise, minimisée. Tout aura revêtu une allure plus officielle. Le mot « tout » englobe de façon très vague la mort, le deuil, l'enterrement, l'organisation de son voyage, etc. Ce sera une affaire classée. Le pronom démonstratif « ce » renvoie à quelque chose d'indéterminé, la situation générale. Le sentiment de malaise que peut ressentir le lecteur provient d'une absence d'émotion, mais il pourrait bien aussi provenir, et encore davantage, de la manière de rapporter les événements. L'imprécision des sentiments est mise en contraste avec la grande précision, au contraire, des informations objectives. L'asile se trouve à Marengo, à 80 km d'Alger. Le narrateur semble plus préoccupé par l'organisation de son voyage qu'à l'événement tragique qu'il vient d'apprendre. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. L'emploi du temps est très précis, méthodique. D'ailleurs, il est parfaitement respecté. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Nous sommes tentés d'interpréter que Meursault est gêné de changer ses habitudes, mais cela n'est pas dit. De même, il ne dit à aucun moment qu'il n'est pas attaché à sa mère. En fait, le sentiment de malaise est créé par le décalage entre les attentes du lecteur et la manière de raconter. Toutes les informations sont mises sur le même plan, comme dans un compte-rendu. Toutes les actions sont rapportées avec le même souci de véracité. Cette volonté de vérité prend le pas sur l'expression attendue des sentiments. Vous verrez que cette ambiguïté aura son importance par la suite lorsque viendra le moment de juger Meursault. 3e sous-partie, une transcription de pensée. Alors, est-ce que nous avons un compte-rendu, un journal de bord, un journal intime? Sommes-nous plongés directement dans les pensées, en temps réel, du narrateur? Le style d'écriture mis en œuvre par Camus joue sur cette ambiguïté. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Meursault est un narrateur qui n'aime pas parler. Ça, c'est paradoxal. En fait, tout se passe comme s'il ne s'exprimait pas pour les autres, mais seulement pour lui-même. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Il n'a pas besoin de faire une description des lieux ou des personnages qu'il connaît déjà. Tout ce qu'il dit a la valeur d'une note personnelle. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. À ce moment-là, il organise son voyage. Par ailleurs, il réfléchit au moment même où il s'exprime. En somme, je n'avais pas à m'excuser. Comme s'il devait formuler ses explications pour mieux les comprendre et les retenir. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. La pensée de Meursault est saccadée, interrompue, en mouvement. Il se corrige en faisant des hypothèses. Peut-être. Cette figure de style s'appelle l'épanorthose. Lorsqu'on écrit, on n'a pas toujours la possibilité d'effacer les erreurs. Il est donc important de se demander pourquoi le narrateur se corrige sans revenir sur ce qui a été écrit. En fait, cela laisse penser que Meursault n'écrit pas, mais que nous assistons, pour ainsi dire, à la transcription de ses pensées à intervalles réguliers. D'ailleurs, le niveau de langage est plus oral qu'écrit. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron, il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Les pensées s'enchaînent par association d'idées. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. On peut le voir aussi dans les énumérations qui fonctionnent comme des associations d'idées. Les chaos, l'odeur d'essence, etc. Le passé composé utilisé tout au long du texte est ce qui rythme les intervalles de temps. J'ai demandé 2 jours de congé, dans le premier paragraphe, puis j'ai pris l'autobus à 2 heures, dans le deuxième. D'un paragraphe à l'autre, il y a donc une ellipse temporelle, c'est-à-dire qu'on a fait un bond dans le temps. Le passé composé donne des actions déjà accomplies, déjà terminées. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Le deuxième paragraphe est donc rédigé après le trajet, alors que le voyage est terminé.
Ces petits déplacements dans le temps font que le lecteur a une vision à court terme de ce qui vient de se passer. Comme toutes les actions sont déjà accomplies, cela crée un sentiment de fatalité. On ne peut pas revenir en arrière, l'histoire se déroule de manière inéluctable vers sa fin. Deuxième grande partie, un personnage étranger à la communauté humaine. Et première sous-partie, un regard extérieur et partiel. Nous comprenons mieux maintenant en quoi ce narrateur correspond bien au titre de l'œuvre, l'étranger. Nous avons accès aux pensées d'un personnage qui a lui-même un point de vue assez parcellaire de la réalité. Il confesse d'ailleurs lui-même ses doutes dès la première ligne du roman. Je ne sais pas. Et cela arrive souvent par la suite. Il le fera sans doute après-demain. Les termes « sans doute »,« peut-être » qui remettent en cause l'action du verbe, on appelle ça des modalisateurs. Par ailleurs, Meursault interprète le comportement des autres personnages, mais rien ne prouve qu'il ne se trompe pas. Par exemple, quand il annonce l'enterrement de sa mère à son patron, il n'avait pas l'air content. Meursault pense que ça l'embête de lui donner 2 jours de congé. Mais, en fait, rien ne permet de faire cette interprétation. On se doute que le patron ne pouvait de toutes les façons pas avoir l'air content à cette nouvelle. Peut-être que c'était de l'empathie pour son employé. Nous percevons les comportements des autres sans jamais avoir de description, ni physique, ni psychologique. Ainsi, le lecteur est sans cesse obligé de combler les vides. Par exemple, on ne sait rien des amis de Meursault. Il ne dit pas d'ailleurs que ce sont des amis, nous le déduisons de leur comportement. Seul le pronom « il » est utilisé. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Ou encore, ils m'ont accompagné à la porte. Tout se passe comme si on voyait des personnages s'animer derrière une vitre. Nous voyons des comportements, mais c'est à nous de restituer le sens, car le narrateur ne le fait pas pour nous. On devine que Céleste, le tenancier du restaurant, est un ami, appelé par son prénom. Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Mais on apprend son prénom par hasard, parce que c'est le nom du restaurant. J'ai mangé au restaurant chez Céleste comme d'habitude. D'autres éléments sont simplement omis. Par exemple, on ne connaît pas le prénom de Meursault, ni son métier, ni rien sur son père. Pour connaître ce personnage, le lecteur est obligé de se baser sur le style de l'écriture. Meursault n'est qu'une voix, et une voix blanche. Le lecteur ne peut le découvrir qu'en creux, par ce qui manque dans son discours. Deuxième sous-partie, un personnage hors de la vie sociale. Meursault est étranger, car tout ce qui concerne la vie sociale est étranger à Meursault. On devine que ce sont les autres qui l'aident à préparer l'enterrement de sa mère. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Cette manifestation d'empathie est rapportée comme un fait parmi d'autres. C'est la seule expression d'émotion de notre passage. Elle fait ressortir par contraste le fait que Meursault n'exprime aucune émotion lui-même. Le mot de Céleste, on n'a qu'une mère, exprime maladroitement le caractère unique de la situation vécue. Pourtant, cette phrase est une tournure cliché, c'est une expression toute faite qui justement n'a rien d'unique. Cela entre en écho avec « comme d'habitude ». Malgré le caractère exceptionnel de la situation, Meursault ne change pratiquement rien à ses habitudes. Plusieurs éléments dans ce passage vont aller dans le même sens, pour enlever au deuil de Meursault son caractère unique. Il doit par exemple emprunter une cravate noire et un brassard. Il portera donc la cravate de quelqu'un d'autre. On apprend d'ailleurs tout de suite que ces éléments sont récupérés de l'enterrement de quelqu'un d'autre. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. On comprend d'ailleurs que Meursault n'avait même pas pensé à ces détails. Lui, il serait allé à l'enterrement de sa mère sans cravate ni brassard si les autres n'avaient pas été là. Il a fallu que je monte chez Emmanuel. Le verbe falloir et la tournure impersonnelle, il a fallu, ont ce rôle. Meursault est entraîné malgré lui dans toutes ces conventions sociales qui le dépassent. Troisième sous-partie, un personnage de bonne volonté. Meursault apparaît comme un personnage inadapté à la vie sociale, mais pourtant plein de bonne volonté. Il est en effet dans un paradoxe, étranger, mais toujours soucieux de bien faire et de ne froisser personne. Voyant que son patron ne lui répond pas, il essaie de savoir ce qui était attendu de lui, avec un conditionnel passé. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. Il interprète les réactions des autres pour se guider dans les conventions sociales. En somme, je n'avais pas à m'excuser. Il reformule pour lui-même les règles qu'il a pu déduire, comme s'il voulait mémoriser les bonnes pratiques. Il échafaude alors des théories. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Pour lui, les relations sociales ressemblent à un jeu, comme si. Un jeu dont il faudrait deviner les règles. Or, nous avons vu qu'il est au contraire très soucieux de dire la vérité de façon détaillée. Plus tard dans le roman, il dira d'ailleurs « il ne faut pas jouer ». Sa formulation est très maladroite. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Le vocabulaire utilisé ici montre les efforts de Meursault pour comprendre la logique de la société, mais en fait il n'accède jamais à la symbolique qui se trouve derrière. Le deuil n'est qu'un costume pour lui. Tout aura revêtu une allure plus officielle. Il se résume à une convention sociale. Malgré son incapacité à exprimer des émotions, ce personnage est touchant dans sa manière de chercher à comprendre.
Troisième grande partie, l'absurdité prépare la suite du roman. Et première sous-partie, une absurdité qui devrait mener à la révolte. Cela ne veut rien dire. L'étranger peut être lu comme une parabole de la rencontre avec l'absurdité du monde. Meursault ne vit pas en dehors de l'absurde, au contraire, il vit pleinement en accord avec elle, c'est ce qui fait de lui un étranger, mais il n'en a pas encore conscience. La mort de sa mère est l'élément déclencheur qui va lui permettre de formuler pour la première fois « cela ne veut rien dire ». Cette phrase vient juste après les deux affirmations de la mort de sa mère, « aujourd'hui maman est morte » et dans le télégramme « mère décédée ». Donc ce début de roman prépare tout le cheminement de Meursault vers la révolte. Donc on verra à la fin que la révolte sera le point culminant à la fin du roman, c'est cette grande colère par laquelle il va s'ouvrir pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Donc là je cite. Au début du roman, Meursault vit dans l'absurde, mais il ne s'en rend pas compte. Comme je le disais en introduction, Camus illustre l'homme absurde dans un essai philosophique, le mythe de Sisyphe. Ce personnage de la mythologie grecque, Sisyphe, est condamné par les dieux à rouler une pierre au sommet d'une montagne et à recommencer indéfiniment. Cela représente pour Camus la condition humaine dans l'absurde, la mort étant le point d'éternel recommencement. De même, Meursault est prisonnier d'un éternel recommencement. Comme d'habitude, il répète indéfiniment les mêmes actions, il va travailler, il va au restaurant, il travaille à nouveau, etc. La mort de sa mère va infléchir ce schéma. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette phrase illustre le fait que Meursault, bousculé dans ses habitudes, est précipité vers le départ, c'est-à-dire peut-être vers le début du roman, le début de sa prise de conscience. Camus va conclure dans son mythe de Sisyphe avec cette phrase « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». De même, Meursault réalise à la fin du roman qu'il était en symbiose avec le monde, malgré son absurdité. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. C'est à la toute fin de l'étranger. Ainsi, la colère, la révolte dont parle Camus, n'est pas une révolte contre l'absurdité du monde, mais au contraire une acceptation qui sert de point de départ. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Dans encore un autre essai philosophique, L'homme révolté, Camus écrit « Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Au début de l'étranger, Meursault est encore dans le oui du premier mouvement. À la fin, il saura dire non, mais sans renoncer au oui primordial. Le oui que Meursault accorde aux militaires lui permet de rester justement dans l'absence de communication, donc hors du sens donné par la société, dont le militaire, justement, est un représentant officiel. Deuxième sous-partie, une acceptation du monde dans son étrangeté. Maintenant que nous connaissons mieux les bases de la philosophie de Camus, il est plus simple de relire ce passage en relevant ce qui confirme l'adhésion de Meursault à un monde absurde. On retrouvera cette acceptation dans les sensations directes, mais aussi dans les ruptures de liens logiques. Le premier lien logique du texte se trouve dans cette phrase « Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. » Que signifie le mot « ainsi » ? Il n'est pas évident que le fait de prendre l'autobus dans l'après-midi soit justement la meilleure solution pour qu'il soit prêt à faire la veillée le soir même. C'est au contraire cela qui va le fatiguer et rendre la veillée funèbre plus pénible. Par ailleurs, si Meursault n'exprime pas d'émotion, il se montre en revanche très sensible aux perceptions. Or, ces perceptions ont un véritable rôle explicatif. J'ai pris l'autobus à 2 heures, il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant. Est-ce que vous voyez la rupture temporelle entre « il faisait très chaud » et « j'ai mangé au restaurant ». Au moment précédent, il était dans l'autobus, et à l'instant d'après, il évoque son déjeuner au restaurant. Nous avons un flashback, c'est ce qu'on appelle en littérature une analepse. Qu'est-ce qui explique ce retour en arrière ? Eh bien, Meursault se justifie. Toute la scène du restaurant n'est là que pour justifier le fait qu'il s'est endormi dans l'autobus. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte, etc. La conjonction « parce que » rend explicite la démarche de justification de Meursault. La chaleur est une des raisons évoquées. Il y en a d'autres. Cette hâte, cette course, et d'autres perceptions diverses, l'odeur d'essence, la réverbération de la route et du ciel. Meursault avance toutes ces raisons comme pour justifier le fait qu'il soit fatigué. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour lui de justifier ça ? Meursault doit faire la veillée funèbre de sa mère. La fatigue, le soleil de plomb, tout cela va expliquer qu'il s'endorme lors de la veillée, qu'il fume une cigarette et prenne un café avec le concierge. Tout cela lui sera justement reproché au procès et fera de lui un coupable. En fait, ce qui le pousse au meurtre à la fin de la première partie, c'est justement la réverbération du soleil sur la lame du couteau de l'arabe dans ses yeux. Depuis le début, tout ce qui fait de Meursault un coupable est déjà présent. Troisième sous-partie, les indices de la culpabilité et de l'innocence de Meursault. Notre passage contient donc déjà les prémices du procès qui aura lieu à la fin du roman. La culpabilité est déjà présente à travers le vocabulaire utilisé.
Ce n'est pas de ma faute. Meursault interprète l'air mécontent de son patron, il se sent coupable de prendre des congés pour l'enterrement de sa mère, comme s'il tournait cet événement à son avantage. Cette culpabilité annonce la culpabilité finale de Meursault. Il profitera en effet de son jour de congé pour aller au cinéma avec Marie Cardona. Cela lui sera reproché pendant le procès. Le vocabulaire juridique est présent dans notre passage. Ce sera une affaire classée. C'est là que réside l'ironie tragique. Au contraire, c'est à ce moment-là que toute l'affaire commencera. De quoi Meursault est-il réellement coupable? Camus nous laisse à tout instant la possibilité d'une double lecture. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Avec cette phrase, Meursault semble minimiser la mort de sa mère. Mais Camus n'interdit pas de penser qu'il s'agit là, en fait, d'une réaction de déni face à une émotion qui est justement impossible à exprimer. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. Meursault a l'air pressé d'en finir avec l'enterrement, mais on pourrait dire que cela prouve bien qu'il est dans un état de trouble et d'inquiétude. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'il essayait de comprendre les rituels sociaux, peut-être simplement qu'il n'est pas capable d'exprimer, de montrer des émotions, mais rien ne prouve qu'il n'est pas capable de les ressentir. Toute la culpabilité réside dans l'incapacité de donner à voir aux autres, de s'expliquer. Les mots lui manquent pour être compris. Les mots sont remplacés par des sensations, mais les sensations sont insuffisantes pour bien expliquer. C'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur, etc. Meursault est obligé d'ajouter et d'accumuler des sensations, mais cela ne suffit pas à enlever le doute. Le doute, c'est ce manque, c'est l'incompréhension. L'enjeu de l'étranger, c'est justement de faire vivre au lecteur le cas Meursault de l'intérieur. Le lecteur peut s'identifier au narrateur, à la première personne, et comprendre son innocence malgré les signes qui l'accablent. Conclusion. En ce début de roman, le lecteur est plongé immédiatement dans une écriture déroutante, une écriture blanche, une écriture du manque. Pas d'émotion, pas de portrait, presque aucune information sur les personnages. Les événements sont juxtaposés, ils ne font pas sens, les rares liens logiques débouchent sur une justification inquiétante. Cette écriture crée un sentiment de malaise et oblige le lecteur à combler les vides de sa lecture. Comment comprendre ce personnage narrateur? Comment comprendre ce positionnement hors du monde, ce décalage par rapport aux attentes de la société? Meursault ne montre pas d'émotion, mais il est impossible de dire qu'il n'en ressent pas. Il est certain par contre qu'il ne dit que la vérité. Incapable de jouer, il est aussi incapable de mentir. Dans notre passage, Meursault est à la fois déjà complètement coupable et complètement innocent. Tout le roman repose sur ce questionnement qui peut-être n'a précisément pas de sens. En découvrant de l'intérieur le regard de Meursault sur le monde, le lecteur fait une expérience métaphysique. Il découvre le monde sous l'angle de l'absurdité. Les questions ouvertes qui en découlent l'invitent à un double mouvement, d'acceptation d'abord et de révolte ensuite.